Bonjour ou bonsoir à vous, c'est Slavier. On se retrouve en ce jour pour le 15e épisode de 3MC. Aujourd'hui, dans notre épisode, nous parlerons du mythe de Maximir. Pour info, je ne représenterai pas totalement la Yougoslavie. L'ayant présenté dans des épisodes de 3 minutes de culture faits précédemment, que je vous invite à aller regarder sur ma chaîne YouTube Slavier. Vous pouvez aussi vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir et cela aiderait beaucoup le concept. 13 mai 1990, match entre le Dinamo Zagreb, de la capitale croate Zagreb, et l'Étoile Rouge de Belgrade, la capitale serbe Belgrade, au stade Maximir de Zagreb. Un match qui finalement n'aura jamais lieu en raison de très violentes bagarres entre supporters serbes et croates dans le stade et en dehors. Mais avant que nous nous plongions un peu plus dans ces affrontements, je vais recontextualiser la situation pour mieux comprendre. Alors depuis la mort de Tito en 1980, Josip Broz Tito qui dirigea la Yougoslavie entre 1945 et 1980, les tensions nationalistes sont de plus en plus exacerbées. Par ailleurs, De Gaulle avait métaphoriquement dit que si Tito disparaissait, la Yougoslavie s'en irait avec Tito, étant le ciment de l'unité yougoslave. Nous sommes aussi dans une Yougoslavie fortement touchée par le choc pétrolier de 1979 et par son fort endettement, ces dettes qu'elle n'arrive pas à rembourser. D'un côté plus politique, en 1974, nous avons une nouvelle constitution qui donne plus d'autonomie aux républiques qui sont la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, la Macédoine, le Monténégro, et qui permet une présidence tournante entre ces 6 républiques et les 2 entités autonomes qui se situent chacune en Serbie, la Voïvodine au nord et le Kosovo au sud. Le Kosovo qui, 7 ans plus tard, en 1981, par la majorité albanaise, déclenchera de violentes manifestations pour avoir le statut de république au sein de la République fédérale yougoslave. D'ailleurs, la question du Kosovo sera un tremplin pour Slobodan Milošević et sa rhétorique nationaliste, avec notamment un fort discours en face des Serbes du Kosovo en 1987. Puis, à la fin des années 80, comme vous le savez, chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989, dissolution du bloc de l'Est, ça ne présage rien de bon pour l'unité yougoslave. Donc le contexte, ce sont des crises économiques et politiques qui renforce le repli sur soi, l'individualisme. Un individualisme représenté par une Serbie de plus en plus belliqueuse qui veut recentrer la Yougoslavie autour d'elle. Avec aussi des Croates et des Slovènes regardant de plus en plus vers l'Europe occidentale et qui s'opposent farouchement à la doxa serbe. Notamment lors du 14e congrès de la Ligue communiste en janvier 1990 où les représentants des 2 nations quittent la séance. Coup fatal pour la Yougoslavie. En 1990, à la suite du 14e congrès de la Ligue communiste, nous avons des élections libres au niveau des républiques, qui débouchent sans surprise sur la victoire des partis nationalistes. Paradoxalement, à l'époque, malgré tous ces forts nationalismes, les équipes yougoslaves, les sportifs yougoslaves font de très belles performances, avec notamment l'accueil des JO d'hiver en 1984 à Sarajevo, ou encore les performances footballistiques de l'équipe yougoslave, et en 1989, la victoire à l'Euro de la grande équipe de basket yougoslave, et en 1991 aussi. Mais malgré ces performances sportives, ce sont dans les stades, notamment de football, ici, que le nationalisme se développe le plus rapidement. Parce que le stade est un lieu où le contrôle social est moindre et est un lieu propice à la contestation politique à caractère nationaliste pour exprimer notamment son rejet de la Yougoslavie communiste. Donc ce sont des partis à forte connotation nationaliste qui sont élus dans les différentes républiques en 1990, avec notamment Slobodan Milošević en Serbie, Izetbegović en Bosnie-Herzégovine, Franjo Tudjman en Croatie ou encore Kučan en Slovénie. Franjo Tudjman
très nationaliste élu le 6 mai 1990 en Croatie, et avec une politique très nationaliste qui n'augure rien de bon pour les Serbes de Croatie. Environ 600 000. Présents sur le territoire croate, notamment dans la Krajina. Les Bad Blue Boys, ce groupe d'ultra du Dinamo Zagreb, avaient fortement soutenu Franjo Tuđman et s'étaient fortement impliqués dans la guerre entre 1991 et 1995 qui opposait Croates et Serbes, et bien entendu du côté croate. Mais la rupture fut entre les Bad Blue Boys et Franjo Tuđman du fait du changement du nom par celui-ci en Croatia Zagreb, à l'instar du Dinamo Zagreb. Nom qu'ils retrouveront après sa mort au début des années 2000. Pour en revenir à notre rencontre, c'est un match de football très chargé du point de vue identitaire. Deux meilleures équipes de chacun des pays, les plus populaires dans leurs nations respectives, qui allaient s'affronter dans un sommet du championnat yougoslave, diffusé dans toutes celles-ci. Ce sont des supporters serbes très téméraires, une témérité notamment titillée par Jelko Ražnatović, alias Arkan, un grand criminel yougoslave, notamment protégé par le pouvoir en échange de services rendus, et qui avait pris la tête des principaux groupes de l'Étoile Rouge de Belgrade en n'en formant qu'un, les déliés, pour que Slobodan Milošević, d'un commun accord, puisse mieux avoir la main dessus. Lui qui avait peur que ceci ne lui échappe. Et puis du côté croate, les Bad Blue Boys du Dinamo Zagreb, fortement impliqués dans la rhétorique nationaliste, venus d'en haut, des intellectuels, des politiques, de l'église. Alors, les 3000 supporters serbes de l'Étoile Rouge de Belgrade commenceront par s'attaquer aux supporters croates présents dans leur tribunes. Les affrontements ne seront pas stoppés par la police qui sera du côté serbe, qui laxiste envers les Serbes est très violente envers les Croates. Pour en témoigner, Zvonimir Boban qui assénera un violent coup de pied à la tête d'un policier et qui sera l'illustration représentative de ce match. Zvonimir Boban, grand footballeur croate qui évoluera notamment à l'AC Milan et qui à l'époque était capitaine du Dinamo Zagreb. Je ne vais pas détailler cela, mais aussi empreint de différents chants nationalistes et bien entendu de violence verbale de chacun des camps. Alors les affrontements feront environ 150 blessés avec plus d'une centaine d'arrestations. Maksimir servit d'illustration à leur irréversible de la cassure à l'intérieur même de la Yougoslavie. Ce match marque les esprits, matérialise les différentes incompatibilités entre les différentes républiques de la Yougoslavie communiste. C'est un indicateur clé, mais pas forcément un facteur déterminant de la suite yougoslave. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, que vous en aurez appris un peu plus sur le mythe de Maksimir. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en notant l'épisode le plus positivement possible. Je peux faire une suite à celui-ci en parlant d'autres événements qui suivirent, notamment dans le football. Allez, c'était Slavier, à la prochaine. Tchuss!